Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce webinaire sur les Incoterms 2020, qui est une thématique abordée dans le cadre des ateliers techniques du programme Ambition Région Internationale, Formaliser ma stratégie de développement à l'international. La région Auvergne-Rhône-Alpes propose un ensemble de dispositifs avec deux appellations, donc une appellation Ambition Région pour tout ce qui est conseil et accompagnement, et une appellation Solutions pour tout ce qui est financement. Pour toutes ces thématiques, il y a différentes entrées, que ce soit la création, le capital humain ou encore l'international. Dans chacune de ces thématiques, vous retrouverez un ensemble de programmes, donc un ou plusieurs. Vous voyez sur l'international, par exemple, il y a 2 programmes qui vous sont proposés. Et si vous êtes intéressé par ces thématiques, sachez que la région finance ces programmes à hauteur de 70%. Je vais laisser la parole maintenant à Valérie Luvara qui va vous accompagner sur ce webinaire. Elle est accréditée par la Chambre de commerce internationale sur les Incoterms 2020 et ça tombe bien parce que c'est le sujet du jour. Bonjour à tous et bienvenue. Donc nous commençons le webinaire sur les règles Incoterms 2020, des règles puissantes et subtiles. Donc nous avons choisi des morceaux puisque le temps est limité, donc le webinaire va durer environ 1 heure. Donc on embarque. Alors tout de suite, le logo de la Chambre de commerce internationale que vous voyez, donc ICC qui veut dire International Chamber of Commerce. Donc je tiens à rendre à César ce qui appartient à César. C'est grâce à la Chambre de commerce internationale que nous disposons de ce formidable outil. Et donc un petit peu d'histoire. Dès 1936, donc vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui, les Incoterms, hein. Première publication de 9 règles internationales pour interpréter les termes commerciaux. Alors, le mot commercial a toute son importance puisque on se situe au niveau du contrat de vente. Donc, les parties au contrat de vente, c'est bien le vendeur et l'acheteur. Et donc, à la base, et encore aujourd'hui, bien sûr, ces règles sont faites pour les vendeurs et pour les acheteurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Incoterms? C'est la contraction de 3 mots: International Commercial Terms. Sachez que cette marque a été déposée et que nous avons bien sûr la possibilité de l'utiliser et la recommandation de la Chambre de commerce internationale, c'est justement de vous en servir puisqu'ils sont faits pour vous. Sachez également qu'ils sont révisés chaque fois que les impératifs du commerce international l'exigent et que vraiment le souci, c'est de refléter la pratique. C'est pas de se projeter dans les 30 ans à venir, hein, c'est vraiment de partir du terrain et de faire évoluer les Incoterms à chaque fois que c'est nécessaire, sachant qu'on est sur des révisions à peu près tous les 10 ans. Donc si ça peut vous rassurer, nous, on va bien sûr aborder les Incoterms qui sont entrés en vigueur au 1er janvier 2020. Donc vous allez être tranquille pendant quelques années, hein, donc il n'y a pas besoin de réviser chaque année. Alors, la brochure officielle, c'est un peu notre livre de chevet, c'est la brochure EF 745 qu'il est possible de se procurer sur la boutique en ligne de la Chambre de commerce internationale, dont vous voyez l'adresse. Et j'insiste tout de suite sur le fait que ces termes de commerce sont tout à fait valables, que ce soit pour l'international, mais aussi sur le marché domestique, en l'occurrence en ce qui nous concerne, en France. Donc pour vos flux franco-français, pour vos flux également intracommunautaires et bien sûr pour vos flux à l'international. La nouveauté, puisque cette nouvelle version est entrée en vigueur au 1er janvier 2020, c'est que dorénavant, pour mieux diffuser la bonne parole, la Chambre de commerce internationale a prévu une application gratuite que vous pouvez télécharger sur votre smartphone. Ça s'appelle Incoterms 2020. Et pour la première fois, la brochure a été traduite en 28 langues, dont le français et l'anglais, mais des langues comme le chinois, l'espagnol, l'allemand sont prévues et donc gros investissement au niveau des traductions techniques. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette brochure? On va trouver des schémas,
des notes explicatives succinctes devant chaque règle Incoterm pour les utilisateurs, les juges et les arbitres. Donc elles sont vraiment faites pour vous et elles peuvent vous aider dès le départ à mieux comprendre pourquoi utiliser tel ou tel Incoterm, les caractéristiques essentielles, à quel moment les risques passent d'une partie à l'autre, le mode de répartition des frais entre l'acheteur et le vendeur, et elles font désormais partie intégrante des règles. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Bien sûr, les obligations du vendeur et de l'acheteur. Vraiment, c'est le cœur, je dirais, des Incoterms, hein, ce que doit faire le vendeur et ce que doit faire l'acheteur. Et puis, une nouveauté, qui consiste à vous apporter une visualisation horizontale pour mieux guider, les utilisateurs, à choisir la règle Incoterm la plus appropriée à vos enjeux commerciaux. Alors, j'ai repris la phrase d'Emily O'Connor, Our job is to reflect the market. Donc, on est vraiment sur le reflet de la pratique. Donc, on va rester pratico-pratique, hein, d'autant que j'ai parlé du contrat de vente. Sachez que quand on parle d'Incoterm, vous avez deux autres contrats qui ne sont jamais très loin, qui sont d'ailleurs très très proches. C'est le contrat de transport et aussi le contrat d'assurance. Donc, on va rester sur des choses très, très pragmatiques et pratiques. Alors, on commence quand même par une définition et le rôle des règles Incoterm. À quoi servent-elles? Eh bien, elles indiquent essentiellement les obligations, les risques et les coûts afférents à la livraison de marchandises par les vendeurs aux acheteurs. Et elles sont complètement liées à l'acheminement des marchandises, avec ou sans valeur d'ailleurs, hein. Même quand on envoie des marchandises sans valeur, ça ne nous dispense pas d'utiliser les règles Incoterm. Alors, il est question de système de miroir. Si jamais vous vous procurez la brochure, vous allez voir que c'est comme ça que ça marche. En général, on va avoir une page de gauche et une page de droite. La page de gauche étant réservée au vendeur et la page de droite à l'acheteur. Et donc, il est question vraiment de règles qui sont devenues des normes internationales parce que avec les trois lettres des Incoterms, l'idée c'est que vraiment on se comprenne n'importe où dans le monde, donc une forme d'espéranto commercial. Et l'idée c'est d'harmoniser les obligations et les droits réciproques, donc faire en sorte qu'on se comprenne tous et que on arrive facilement à savoir quelles sont les obligations, quels sont les droits réciproques, donc la livraison, où, quand et comment, le transfert des risques, le transfert des coûts, qui fournit les documents associés. Donc en fait, aujourd'hui, et depuis d'ailleurs de nombreuses années, on parle de la pierre angulaire du commerce international hein, quand on aborde les Incoterms, parce qu'en fait, les Incoterms, ils se mêlent de tout. C'est pas juste trois lettres, trois petits tours et puis elles s'en vont, ces trois lettres. En fait, vous allez voir que ces trois lettres, on va les retrouver du début jusqu'à la fin de votre opération. Et donc, toutes les fonctions de l'entreprise sont concernées et grâce à elles, on va pouvoir se comprendre avec nos partenaires commerciaux, avec également les prestataires de services, hein, en l'occurrence les transitaires, hein, les commissionnaires de transport ou les banques. Et tout le monde, logiquement, comprendra la même chose. Donc franchement, autant vous dire que elles sont complètement utile et sans elle, d'ailleurs, on se demande bien comment on ferait. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais une version n'écrase pas l'autre. Donc, c'est important de savoir que le fait de mentionner la version des Incoterms est important. Donc, pour voir tout de suite l'impact avec la douane a quand même souhaité, elle aussi, s'en mêler. Et en ce qui nous concerne, depuis une note qui est parue le 18 juin 2020, la douane nous demande d'arrêter d'utiliser des incoterms antérieurs à la version 2010, notamment pour faire les déclarations en douane sur les applicatifs de la douane, hein, Delta G et Delta X. Donc ça veut dire concrètement que d'un point de vue douanier,
Seuls sont déclarables les incoterms 2010 et 2020, donc bien sûr la nouvelle version, ce qui veut dire que les versions avant la version 2010, dorénavant, ne sont plus acceptées par la douane pour les déclarations en douane. Donc, il y avait un incoterm très utilisé pendant des années qui s'appelle le DDU, qui veut dire Delivered Duty Unpaid. Eh bien, cet incoterm-là, dorénavant, n'est plus possible, ce qui veut dire que franchement, il faut mettre à jour vos contrats commerciaux. Si on voit qu'il y a des DDU qui traînent encore, dorénavant, sachez qu'ils ne sont plus admissibles au niveau de la déclaration en douane. Voilà, à remplacer dorénavant par l'incoterm DAP. Pour ce qui est de l'incoterm DAT, ça aussi, c'est un incoterm dorénavant qui a été remplacé par l'incoterm DPU. Vous allez voir, on va venir sur la liste des incoterms de la version 2020. Le DPU, qui veut dire dorénavant Delivered at Place Unloaded, unloaded donc déchargé, remplace le DAT. C'est le seul acronyme d'ailleurs qui est nouveau dans la version 2020. Pour autant, l'incoterm DAT bénéficie d'un petit répit, donc la douane accepte pendant quelque temps encore que DAT, qui est remplacé par DPU, soit encore utilisé pour quelques mois. Alors, l'objectif des incoterms, c'est quoi? C'est définir par un terme unique, interprétable d'une façon identique de par le monde, une relation donnée entre un vendeur et un acheteur. Alors, qui est concerné par ces règles incoterms? Au départ, les parties au contrat de vente, donc l'acheteur et le vendeur. Quand Alors, dans les bonnes pratiques, il faut s'en soucier dès la consultation, c'est-à-dire dès l'offre commerciale, puisque c'est un peu la genèse de l'histoire, et bien sûr ensuite en phase de réalisation du contrat. Alors, pour qui et pourquoi? Eh bien, les incoterms sont là pour réduire la part d'incertitude pouvant nuire au bon achèvement de l'opération de commerce international. Donc, justement, ils sont là pour nous aider à ce qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises, à ce qu'il n'y ait pas de frais qu'on n'avait pas intégrés au départ, à ce qu'il n'y ait pas de quiproquo. En fait, ils sont là pour clarifier les choses et pour nous aider à ce que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise à la fin. Alors, comment s'y prendre et où reporter l'incoterm? Eh bien, le reporter sur les documents liés à l'offre, on l'a dit, on a dit que c'était dès le départ, et puis aussi sur tous les documents qui vont suivre la chaîne documentaire avec entre autres la commande et tous les documents liés à la livraison et en particulier la facture, bien sûr, la facture commerciale. Donc, un petit récapitulatif. On va trouver cet incoterm sur la PO, la Purchase Order, la demande de prix aussi, la Request for Quote, la confirmation de commande, Order Confirmation, la Proforma, la facture Proforma Invoice, et aussi la facture. Alors, voici la liste des règles Incoterm 2020. Donc 11 termes qui dorénavant sont les termes à utiliser. Ça va de ex-works qui veut dire départ usine à DDP qui veut dire rendu droits acquittés. Il s'agit des droits de douane. Vous voyez que le ex-works et le DDP sont en orange. Sachez que ce sont des incoterms qui sont considérés comme des extrêmes par la Chambre de commerce internationale et qui ne sont pas recommandés pour les opérations à l'international ou qui, en tout cas, méritent de bien comprendre les subtilités et les implications de ces incoterms-là et je dirais peut-être même les risques associés. Donc, à utiliser avec beaucoup de précautions. Ce qui veut dire qu'il faut plutôt se concentrer sur les autres. Donc les autres, c'est-à-dire 11 moins 2, il nous en reste 9, à savoir FCA, qui veut dire franco-transporteur, en anglais Free Carrier, FAS, qui veut dire franco le long du navire, Free Alongside Ship, FOB, franco à bord, donc Free on Board, CFR, Cost and Freight,
named port of destination, donc là on est sur du coût et fret, CPT qui veut dire port payé jusqu'à, carriage paid to en anglais, CIF, coût, assurance et fret, donc en anglais cost, insurance and freight, CIP, port payé et assurance jusqu'à, carriage and insurance paid to. Et là, on arrive aux incoterms qui commencent par la lettre D, donc DAP, rendu au lieu de destination convenu, delivered at place, named place of destination. Le petit nouveau, vous voyez que je l'ai mis en jaune, DPU, qui veut dire delivered at place unloaded, en français, rendu déchargé en tout lieu. Et le dernier que j'ai évoqué tout à l'heure, DDP, qui veut dire rendu droits acquittés, donc en anglais, delivered duty paid. Et vous voyez, derrière chaque lettre, donc 3 lettres en majuscule, à savoir ce qu'on appelle en fait l'incoterme, il va être très important de spécifier le lieu désigné précis qui figure derrière l'incoterme. Donc, après ces règles incoterms, on va trouver en fait un lieu désigné précis et dans certains cas, un port désigné précis. Notamment, vous voyez au niveau des codes couleurs, les règles qui sont en bleu, qui sont les règles que nous devrons utiliser pour les marchandises qui vont voyager en maritime quand il s'agit de vrac ou de conventionnel. Bon, je vais revenir là-dessus pour bien expliquer la différence entre les règles maritimes et fluviales et puis les règles multimodales qui ici sont en noir. Alors, nous y venons. Il y a en tout 7 règles incoterms multimodales, donc Ex-Works, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU et DDP. Et vous voyez au niveau des petits pictogrammes que ces règles sont les règles qui sont appropriées pour le transport routier, aérien, ferroviaire, RoRo, ce qui veut dire en fait roll-on, roll-off. Par exemple, un camion qui, par le biais d'une rampe, roule dans un bateau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle par exemple du RoRo. Et puis aussi, les marchandises qui voyagent par la mer à partir du moment où elles sont conteneurisées. Et donc, pour ce qui est du transport de marchandises conteneurisées, donc il est question de conteneurs complets avec du FCL ou de conteneurs de groupage avec du LCL. À partir du moment où les marchandises sont conteneurisées, la Chambre de commerce internationale le recommande depuis la version des Incoterms 2010. Donc ça, c'est pas une nouveauté hein, de la version 2020, de se concentrer et de choisir des règles Incoterms dans la liste des 7 règles multimodales. Alors, justement, on aborde les règles maintenant maritimes pour le vrac et le conventionnel. Donc ces règles-là sont à utiliser exclusivement pour les marchandises en vrac, par exemple le vrac liquide hein, ou le vrac solide, et toutes les marchandises qui vont être chargées à bord d'un bateau par des moyens conventionnels, c'est-à-dire une grue. En fait, tout sauf un portique à conteneurs. Donc, quelles sont ces règles? Eh bien, FAS, qui veut dire franco le long du navire, free alongside ship. Donc là, on aura un port d'embarquement convenu derrière et seulement un port d'embarquement convenu, rien d'autre. FOB, qui est un incoterme très connu de par le monde, hein, puisqu'il existe depuis très longtemps. On a trouvé les premières lettres FOB au XVIIIe siècle, hein, avant la première version de la Chambre de commerce internationale. Donc, qui veut dire franco à bord, free on board. Là également, on va trouver un port d'embarquement derrière cet incoterme. Et puis, on va avoir les C, donc CFR, coût et fret, port de destination convenu. Là, par contre, c'est un port d'arrivée qu'on va trouver et rien d'autre. Et le CIF, qui en fait est le CFR hein, plus une assurance, hein, le I veut dire insurance, avec obligatoirement derrière un port de destination convenu. Donc, on est déjà ici sur une segmentation avec
d'une part les règles multimodales, d'autre part les règles maritimes. Alors, tout à l'heure, on a parlé de à quoi servent les règles Incoterms et j'ai évoqué le mot obligation en disant que ça fait partie, je dirais, des fondamentaux des Incoterms. Hein. À quoi servent les règles Incoterms? Eh bien, à connaître les obligations respectives des parties au contrat de vente, à savoir du vendeur et de l'acheteur. Et dans la brochure, on va trouver quelque chose qui est très rassurant parce que c'est très structuré et ça fait partie des, je dirais, nouveautés de la version 2020. La Chambre de commerce internationale a tenu à revoir les obligations pour les rendre plus claires encore, pour les structurer davantage et pour mettre en valeur vraiment, je dirais, les obligations essentielles entre le vendeur et l'acheteur. Par exemple, le lieu de livraison, par exemple, le transfert des risques et aussi en A4 par exemple et B4, A5, B5. Donc là, il est question des obligations côté vendeur pour A4 et côté acheteur pour B4 en matière de contrats associés. Autrement dit, euh, que doit faire le vendeur en matière de contrat de transport? Ça, c'est A4. Que doit faire le vendeur en matière de contrat d'assurance? Ça sera A5. Et donc là, on va trouver tout de suite les informations dont on a besoin. Notamment, A9, B9, vous voyez, il s'agit des coûts. Je reprends la parole hein, de Emily O'Connor. Go straight away to the most important articles. Eh bien, si vous voulez connaître les coûts qui vous incombent quand vous êtes acheteur pour une règle Incoterm, vous pouvez aller regarder tout de suite en A9 pour trouver les coûts qui vous incombent. Et si vous êtes acheteur, vous pouvez tout de suite aller dans le tiroir B9 pour trouver les coûts qui vont vous rester à payer sans avoir à aller chercher dans les autres articles. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait plus de visibilité et que vous puissiez trouver les choses plus facilement et sans perdre de temps. Alors, première règle d'or, alors si par la suite hein, vous venez assister à l'atelier, vous verrez qu'il y aura aussi bien sûr d'autres règles d'or. Là, le temps nous est compté, donc on ne peut pas non plus trop aller dans le détail. Mais franchement, une des règles d'or, c'est dès l'offre de rajouter le lieu de destination précis après les 3 lettres de l'Incoterm que vous aurez choisi parmi la liste des 11 règles Incoterm que nous avons vues tout à l'heure et bien sûr de rajouter la version en vigueur. Donc quelques exemples, un en particulier, CIP plus Port d'Alexandrie, Incoterm 2020. Ça, c'est un Incoterm qui est clair et précis. On est sur un Incoterm multimodal, donc on a le droit, bien sûr, de mettre un port derrière. On pourrait très bien aussi mettre un lieu qui serait plus loin que le port. Hein. Tout dépendra du lieu désigné précis qui aura été convenu au départ entre les parties, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur. Autre règle d'or, pardon, savoir où se situe le lieu de livraison, c'est-à-dire en anglais delivery. Et là, attention, parce qu'en langage Incoterm, en langue Incoterm, le lieu de livraison veut dire transfert des risques. Et ça, c'est une notion qui est fondamentale, qui est peut-être même plus importante que les frais au niveau des Incoterms. Donc, il est très, très important pour chaque règle Incoterm que chacun sache où se situe le lieu de livraison. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce lieu, le vendeur a rempli son obligation de livraison. Il passe le risque à l'acheteur qui assume la responsabilité de tous les dommages pour la suite du trajet des marchandises, hein, puisqu'on est, on est toujours dans l'acheminement des marchandises hein, depuis le fournisseur vers le client destinataire. Alors, à part les C, tous les incoterms qui commencent par la lettre E, par la lettre F ou par la lettre D ont un même point critique, c'est-à-dire qu'en fait, le lieu de livraison, vous vous rappelez, c'est le transfert des risques, et le lieu de destination sont en un même lieu. Donc, pour le coup, ça facilitera les choses. Sachez qu'il peut y avoir une confusion au niveau des C. Donc, je vous rassure, hein, c'est seulement au niveau des C, puisqu'on vient de dire qu'au niveau des E, des F et des D, il y a un seul point critique. Pour ce qui est des C,
là, il y a effectivement 2 points critiques, donc il faudra être vigilant et ne pas tomber dans le panneau. On va avoir, premièrement un lieu de livraison, avec l'exemple, d'une marchandise qui partirait de Saint-Étienne, hein, dans le 42. Le lieu de livraison, quand on vend par exemple, CPT, lieu de destination, donc on va prendre l'exemple d'un CPT, port d'Alger. Eh bien, le lieu de livraison, c'est-à-dire le transfert des risques, il intervient à la remise au premier transporteur à Saint-Étienne, alors que le lieu de destination interviendra, en l'occurrence là, quand les marchandises arrivent au port d'Alexandrie ou au port d'Alger, comme je l'ai dit, hein, donc au lieu de destination. Et donc le vendeur paiera jusqu'à destination. Par contre, il transfère les risques au lieu de livraison, c'est-à-dire à la remise au premier transporteur. Concrètement, ça veut dire quoi? Que les marchandises voyagent au risque de l'acheteur. Donc le transfert des frais se fait au lieu de destination associé à la règle Incoterm choisie. Alors, un exemple de limite et de bonne pratique, parce que les incoterms, ce n'est pas la réponse à tout. Donc c'est important de savoir à quoi ils servent, mais aussi que les incoterms s'inclinent devant la réglementation du pays d'arrivée, les usages des ports et la volonté des parties. Parce qu'à la base, les incoterms, ils sont là au service du vendeur et de l'acheteur. Donc les parties peuvent, le cas échéant, mettre en place des variantes sans dénaturer l'incoterm, bien sûr, parce que sinon ça ne voudrait plus rien dire, hein. Et par contre, si elles se mettent d'accord sur une variante, toute variante devra être écrite, puisqu'il faudra bien que l'on sache quelle est la variante qui a été convenue entre le vendeur et l'acheteur. Puisque par la suite, il y aura d'autres, je dirais, des intervenants, hein, qui seront à même, je dirais, de lire l'incoterm sur les documents, hein, y compris au niveau d'intervenants externes, comme par exemple le commissionnaire de transport. Donc il faut bien que tout ce qui a été convenu au départ, y compris les variantes, figure noir sur blanc dans les documents, hein, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo ou d'erreur. Donc, dans les bonnes pratiques, avant toute offre, à un nouveau client, par exemple, hein, bien se renseigner sur les pratiques, les usages et la réglementation du pays d'arrivée. Autre bonne pratique, quand on est côté vendeur ou quand on est côté acheteur, alors je commence par le vendeur, eh bien, selon le niveau d'expertise, l'importance de vos flux et votre aptitude à négocier avec les prestataires transport, logistique, selon aussi les ressources humaines dont vous disposez, eh bien, peut-être que vous pourrez privilégier les incoterms qui commencent par la lettre F, FCA par exemple, hein, port ou aéroport dans le pays de départ, ou un incoterm qui commence par la lettre C, par exemple CPT, port de Dakar. L'idée étant de bien maîtriser en ce qui vous concerne les frais et les risques que vous voulez assumer ou pas. Et donc, cela suppose de se poser la question de prévoir, le cas échéant, de marger sur la prestation transport par rapport au temps que vous allez y passer, pour éventuellement prévoir des hausses du fret, hein. On est particulièrement là dans une période avec justement des tensions, hein, sur le marché du fret à l'international, hein. Avec éventuellement des surcharges intempestives aussi, des variations de colisage aussi qui peuvent arriver. Donc en tout cas, être bien conscient à partir du moment où on va s'occuper de gérer le transport, notamment le transport international, par exemple avec les incoterms qui commencent par la lettre C, bien intégrer tous ces points et aussi décider si vous souhaitez ou pas assumer les risques. Et effectivement, les incoterms F et C font que c'est l'acheteur qui va assumer le risque au niveau du transport international, donc le transport principal. Côté acheteur, alors pareil, selon votre niveau d'expertise, vos volumes et votre aptitude à négocier avec les prestataires transport et aussi, je dirais, vos ressources humaines, hein, privilégiez les incoterms en F ou en D. Alors en F, si vous souhaitez maîtriser votre chaîne logistique, la communication, les bookings, les coûts,
dans ce cas-là, ça peut être intéressant pour vous d'acheter en F et en revanche, si, vous souhaitez, laisser faire, le travail au fournisseur, si vous souhaitez que ce soit lui qui s'occupe de la prestation transport et qui assume aussi les risques transport, ainsi que les frais, bah, dans ce cas-là, pour vous, l'idéal, c'est d'acheter avec un Incoterm en D. Si tant est que, le fournisseur accepte de vendre en D. Mais en tout cas, vous voyez que, le choix de l'Incoterm résulte d'une négociation entre le vendeur et l'acheteur et que, bah, il appartiendra aux parties, de trouver une solution, qui convienne à l'un et à l'autre. Alors, les Incoterms ont des impacts sur toute la chaîne, hein, du fret à l'international et entre autres un impact sur la sûreté et la sécurité. Et dans les règles Incoterms et dans la brochure, eh bien, il est prévu que, il y ait un principe d'assistance mutuelle. Donc, celui qui réalise les opérations douanières se charge de fournir les informations anticipées pour le contrôle sécuritaire. Et si l'autre partie, le vendeur ou l'acheteur est mieux placé pour obtenir ces informations, alors cette autre partie apporte son concours aux frais et aux risques de celui qui doit les fournir. Et sachez que la douane est habilitée à inspecter le fret, donc là quand je parle du fret, il s'agit de la marchandise, à autoriser ou refuser le franchissement des frontières, à recevoir des renseignements sur les marchandises transportées et à les diffuser aux douanes du monde entier. Donc la douane, elle a beaucoup de pouvoir, hein, donc c'est important de savoir que dans le cadre de l'Incoterm, il y a vraiment cette notion de sûreté et sécurité avec des données obligatoires, hein, et ce principe d'assistance mutuelle qui a été, je dirais, renforcé dans le cadre des Incoterms, qui prévoit ce que chaque partie doit faire en matière de sûreté, sécurité. Autre impact majeur, hein, sur le transport et notamment la responsabilité du transporteur. Donc, sachez que quand une entreprise ne reçoit pas les marchandises attendues ou en mauvais état, quelque part, elle va subir un préjudice, hein. Pourquoi? Bah, parce qu'elle ne peut pas à son tour livrer son client, elle doit payer au fournisseur une marchandise qu'elle ne peut utiliser, hein, si celle-ci est complètement inutilisable. Donc elle est en droit d'attendre une indemnisation, à la fois pour le marchandise et le profit, quoi, hein. Mais au préalable, il va falloir établir des responsabilités. Et donc, en matière de responsabilité, il y a quelque chose qui est important, c'est entre autres de ne pas confondre ce qu'on appelle la responsabilité contractuelle du transporteur, qu'on va aborder tout de suite, et puis ce qu'on appelle, heu l'assurance, en dommages, c'est-à-dire, une assurance, ad valorem sur la valeur, que l'on souscrirait pour se prémunir des risques. Donc, tout de suite, on va, aborder cette responsabilité contractuelle du transporteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le transporteur est garant de la chose. Il y a une présomption de responsabilité et une obligation de résultat qui pèsent sur le transporteur à partir du moment où il prend les marchandises, en charge et ceci donc dès la signature du document de transport. Donc le transporteur doit venir chercher et livrer la marchandise dans les temps et donc pourquoi le transporteur, va avoir cette responsabilité contractuelle? En fait, de par ces 2 lourdes obligations, il faut savoir qu'il bénéficie d'une limite de responsabilité et qu'il a la capacité de s'exonérer. Donc certes, responsabilité contractuelle du transporteur, mais limitée, donc limite de responsabilité et capacité de s'exonérer. Alors, dans 3 cas, faute du chargeur, exemple défaut d'emballage, fait d'un tiers et force majeure. Alors, si on veut se prémunir contre, les points qu'on vient d'évoquer, à savoir ces limites de responsabilité qui en fait sont des limites en fonction du poids qui aura été confié, hein, et non pas de la valeur. Eh bien, dans le cadre de l'Incoterm, il y a un impact également sur l'assurance et notamment l'assurance ad valorem. Vous vous rappelez qu'on a parlé de 2 Incoterms où il y avait un I, à savoir CIP et CIF. Le I veut dire insurance, donc assurance. Et donc il est prévu
pour ces 2 incoterms, que le vendeur, souscrive une assurance ad valorem et donc cette assurance ad valorem, elle permet de se couvrir contre de nombreux risques, dont le retard, hein, si toutefois on veut souscrire une assurance contre, le retard. Par contre, une des règles d'or, ça va être de se soucier de l'emballage et de l'étiquetage et de veiller à ce que cet emballage et cet étiquetage soient suffisants parce que ceci peut être en fait une cause d'exonération de la responsabilité du transporteur. Donc savoir que 2 incoterms prévoient une obligation de souscrire une assurance sur la valeur des marchandises, ceux qui ont le I, et que cette assurance s'appelle une assurance ad valorem ou une assurance en dommages, et qu'avec ces incoterms-là, le vendeur devra souscrire une assurance pour le compte de l'acheteur. Ça fera partie des obligations du vendeur, mais pour le compte de l'acheteur. Pourquoi? Parce qu'en fonction du lieu de livraison, c'est-à-dire du transfert des risques, eh bien, il se trouve que c'est en fait l'acheteur qui va porter les risques du transport principal. Donc, il appartient effectivement au vendeur de souscrire l'assurance, mais l'assuré, c'est-à-dire celui qui bénéficiera de l'assurance et qui sera indemnisé, c'est l'acheteur. Et les règles Incoterms prévoient cela de façon extrêmement claire dans les obligations respectives qui incombent aux vendeurs, en l'occurrence pour les Incoterms CIP et CIF. En revanche, attention, c'est pour ça que j'ai mis un point de vigilance, pardon. Hors CIP et CIF, c'est au porteur du risque de décider de s'assurer sur la valeur ou pas. Parce qu'en fait, quand il n'y a pas de I dans l'incoterm, il n'y a aucune obligation, ni pour le vendeur, ni pour l'acheteur, de souscrire une assurance ad valorem. Alors, bien entendu, il faut aller plus loin que ça au niveau du raisonnement, hein, et c'est celui qui porte le risque qui devra se poser la question de savoir s'il veut ou pas souscrire une assurance ad valorem. Autre impact, eh bien la douane. On vient de parler du transport, de l'assurance. Il y a un impact aussi au niveau douanier. Et donc, côté douanier, en général, l'idée, c'est de dire, et ça rejoint tout à l'heure le commentaire à propos des 2 incoterms Ex-Works et DDP, qui était le premier incoterm de la liste et le dernier incoterm de la liste. Ces incoterms-là, on considère que ce sont des incoterms déséquilibrés parce que dans le cadre de la chaîne du fret, avec l'incoterm Ex-Works, c'est l'acheteur qui va réaliser le dédouanement export et le dédouanement import d'une marchandise qui voyage à l'international. Donc ça veut dire que c'est lui qui s'occupe des 2 douanes et c'est la même chose avec un DDP. C'est un incoterm qui est considéré comme déséquilibré parce que dans ce cas-là, c'est le vendeur qui va s'occuper de la douane export et de la douane import. Et dans les bonnes pratiques, on part du principe que vraiment, il vaudrait mieux que chacun s'occupe de sa douane. C'est-à-dire que quand on est vendeur, il vaut mieux prendre la main et s'occuper de sa douane export. Donc ça veut dire en fait éviter d'utiliser l'incoterm Ex-Works, qui est un incoterm qui n'est pas du tout recommandé pour le commerce international, entre autres pour cette raison. C'est pas la seule, hein, mais déjà pour cette raison, c'est-à-dire utiliser plutôt la deuxième marche de l'escalier des 11 règles Incoterm, hein, c'est-à-dire l'incoterm FCA en lieu et place de l'Ex-Works. Et puis éviter aussi, quand on est vendeur, de vendre DDP, puisque ça veut dire DDP, Delivered Duty Paid, que c'est le vendeur qui doit dédouaner les marchandises à l'importation. Et l'idée, c'est de laisser l'acheteur prendre la main sur sa douane import parce qu'on part du principe qu'il est mieux placé que le vendeur pour connaître la réglementation dans le pays d'arrivée et pour payer le dédouanement import et surtout aussi assumer les risques du dédouanement import. Donc ça fait partie des bonnes pratiques côté vendeur.
Alors, dans l'atelier technique du commerce international, sachez que au-delà des Incoterms, eh bien, nous abordons l'essentiel du transport international, de l'assurance transport, des formalités douanières, avec entre autres la déclaration en douane, avec donc ce qu'on appelle le triptyque douanier, c'est-à-dire vraiment les fondamentaux de la douane, en l'occurrence les codes douaniers, l'origine, la valeur, les solutions pour sécuriser et optimiser votre dédouanement, et puis tous les risques, et entre autres les risques liés au paiement à l'international, avec entre autres les solutions pour se couvrir, par exemple les assurances. On a parlé tout à l'heure de l'assurance transport, mais il y a également l'assurance crédit, l'assurance change si toutefois vous vendez avec une devise autre que la vôtre, ou si vous achetez avec une devise autre. Alors, au niveau de la douane, on va aborder aussi tout le volet, on va dire, avec les notions essentielles, hein, concernant le territoire douanier de l'Union européenne. Le Code des douanes de l'Union, ça c'est en fait, je dirais, notre réglementation au niveau de l'Union européenne, avec un soin particulier qui sera apporté aux acronymes et au jargon de la profession, parce que dans nos métiers, on aime beaucoup les acronymes et le jargon, comme dans beaucoup de métiers d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est important d'être vigilant là-dessus, parce que il faut d'abord se comprendre pour ensuite pouvoir progresser. Donc, soin particulier dans les ateliers apportés aux acronymes et au vocabulaire et au jargon. Donc, pour ce qui est des codes douaniers, on aborde effectivement l'essentiel, hein, du code douanier, parce que quand on travaille à l'international, et même au niveau des flux intracommunautaires, on va en avoir besoin, et c'est important, même si vous sous-traitez vos opérations et que vous les confiez à un représentant en douane enregistré, la plupart du temps, les entreprises vont quand même rester responsables des éléments qui sont déclarés en douane. Donc, c'est important de sécuriser vos codes douaniers, de sécuriser vos origines, pour pouvoir d'ailleurs ensuite émettre les documents d'origine et les preuves d'origine de façon complètement, je dirais, consciente et appropriée. Donc, ce sont vraiment des points qui méritent d'être sécurisés. Donc forcément, on les aborde pendant cet atelier. On parlera également dans cet atelier des accords de libre-échange qui sont complètement liés à la notion d'origine préférentielle, et également des relations avec des pays qui exigent parfois des certificats d'origine. Donc là, on évoquera ce qu'on appelle l'origine non préférentielle. On aborde également les principaux modes de transport, hein, puisque quand on travaille à l'international, que l'on soit vendeur ou acheteur, à un moment donné, il va falloir faire transporter les marchandises. Donc, c'est important de savoir, de connaître l'essentiel, je dirais, au niveau des modes de transport à l'international, en particulier tout ce qui touche au transport par la route, qui est plus utilisé, on va dire, bien sûr, dans l'Union européenne, hein, mais qu'on rencontre aussi à l'international. Et puis, le maritime, l'aérien, et aussi le ferroviaire, hein, qui est un mode de transport de plus en plus utilisé. On abordera également, avec un focus, hein, sur l'assurance transport, la fameuse assurance ad valorem qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc, ça mérite d'expliquer en quoi ça consiste, et de connaître les éléments de coût de la prime d'assurance, puisqu'il s'agit d'une assurance qu'il va falloir souscrire en plus, qui a un coût. Donc, ça mérite d'aller un peu plus dans le détail de ces assurances cargo ou assurances dommages. Et de bien se poser la question de savoir si ça vaut le coup, justement, et quels sont les avantages et les bénéfices, hein, à souscrire ce type d'assurance sur la valeur. Donc, il est vrai que quand on est porteur du risque, et si jamais on a des produits qui ont de la valeur, franchement, l'assurance, ce n'est pas un luxe. Donc, ça mérite de bien se renseigner là-dessus. Donc, voilà, si vous souhaitez suivre l'atelier, sachez que
vraiment, il est composé de règles d'or, de bonnes pratiques, de clarifications et que l'intérêt, c'est justement de bien se former et de bien être sensibilisé pour éviter les blocages, les erreurs, les frais qui n'avaient pas été intégrés au départ. Donc, ça veut dire sécuriser vos marges aussi et puis qu'il y ait moins de confusion aussi avec vos partenaires, donc en l'occurrence vos clients, vos fournisseurs et puis aussi avec les prestataires. Donc cet atelier, il allie à la fois la théorie et la pratique. Donc l'idée, c'est de faire ça dans une ambiance décontractée hein, et que chacun y trouve son compte, que ça soit interactif. Donc souvent, on a des témoignages avec donc des retours de sociétés qui sont contentes parce que c'est très riche. Et puis, on laisse ces libres cours aux échanges de pratiques, aux témoignages et aux retours d'expérience des uns et des autres. Donc, sachez que voilà, on privilégie l'accessibilité. Il faut vraiment que ça soit un atelier au service de votre business pour vous. Les valeureux et les valeureuses exportateurs et exportatrices bah, qui seraient confrontés, je dirais, à ce développement international. Donc, sachez que nous serons ravis de vous accueillir. Donc, si vous avez des questions à poser à propos de cet atelier, vous pouvez vous rapprocher de votre conseiller international dans le cadre du programme Ambition Région Internationale, formaliser ma stratégie de développement à l'international. Sur ce, merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir.